Bonjour tout le monde, bonjour les panélistes. Bienvenue à cette journée de lancement de Citizen Lab Mauritanie. Je suis très fier d'être parmi vous en tant que membre de Citizen Lab, aussi en tant qu'animateur du panel. Donc nous allons passer tout de suite au sujet du panel. L'accès à l'information en Mauritanie, où en est-on? Aussi, on a l'enjeu de cet accès à l'information, quel enjeu et quel cadre juridique. Donc, je vais sans plus tarder à commencer par Monsieur Ali Kébé. Ladies first. On viendra, on va équilibrer. Après, ladies viendra. Ladies second après. Donc, Ali Kébé, l'accès à l'information en Mauritanie, où en est-on selon vous? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Je tiens vraiment à féliciter l'organisation de cette activité qui est organisée par des jeunes activistes, journalistes qui sont en train de faire beaucoup de choses. Je les remercie une fois de plus parce qu'ils ont été une fois à Rosso pour former nos jeunes. Donc, activistes, ils font beaucoup de choses et je les encourage. Donc, pour revenir par rapport à notre thématique, je pense que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile d'en parler. L'accès à l'information, nous savons qu'il y a des lacunes, il faudra le dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup manquent d'informations par rapport à ce qui se passe dans notre pays d'une manière générale. On dit souvent que le cadre juridique, c'est vrai que ça existe. Moi, je pense que chaque chose, chaque thématique que nous essayons même de réfléchir ou de parler, nous allons voir qu'il y a des textes aujourd'hui qui existent en Mauritanie. Mais malheureusement, les gens n'ont pas l'information. Les gens n'ont pas connaissance par rapport à ce qui existe. Donc, pour revenir par rapport au cadre juridique, il existe 4 lois relatives à ce qu'on appelle ce cadre juridique de l'information, la Société mauritanienne de l'information. La loi d'orientation, je pense que Aminata ou Marie Khan l'avait commencé à citer un peu. Donc, l'orientation. Donc, la loi d'orientation de l'information, qui est la loi 2016-006. Vous pouvez noter et vous cherchez, vous allez trouver aujourd'hui que cette loi existe, la loi 2016-006. Et juste après, on a aussi la loi sur la cybercriminalité qui existe, qui est la loi 2016. Ça date de 2016, c'est pas nouveau. Donc ça veut dire que ça existait depuis très longtemps. Donc la loi relative par rapport à la cybercriminalité, qui est la loi 2016-007 encore. Donc, je pense que ça existe. Et la troisième loi, c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel, comme on le dit. Donc, c'est la loi 2017-020. Donc, ça, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les informations ou les données personnelles, il y a une loi par rapport à cela. C'est la loi 2017-020. Notre quatrième loi, c'est la loi sur les transactions électroniques. Donc, ça, c'est notre quatrième loi, qui est la loi 2018-022. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre note et vous allez voir que ça existe. Maintenant, je pense que le panel passé et ce panel... donc par rapport... D'accord. Oui, bon, ça rentre dans le projet. Bon, il y a même un projet qui a été mis en place où on voit toutes les lois relatives aujourd'hui à l'information. Donc, qui est rédigé, qui a 80 et quelques pages. Donc on voit toutes ces informations. Donc cela montre qu'aujourd'hui, ce cadre juridique est là. Maintenant, où se situe le problème? Comment ça se fait que les gens aujourd'hui, on manque d'informations par rapport à beaucoup de choses? Moi, je dis toujours que la responsabilité, elle est partagée. Et ici, on parle de la citoyenneté, la promotion de la citoyenneté. Cela me renvoie à dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, en tant que jeunes, moi je dis toujours que la Mauritanie, nous avons échoué par rapport à toutes les notions du civisme et de la citoyenneté, malheureusement. Nous n'avons pas cette sens de chercher à l'information, de chercher l'information. On veut toujours attendre. C'est vrai qu'il y avait
À l'époque, jusqu'à présent, quand on voit nos aînés, ils étaient plus instruits, ils avaient plus d'informations. Aujourd'hui, quand on voit nos aînés, à la maison, ils sont assis, ils ont leur... et ils sont en train d'écouter. Ils étaient plus informés que les jeunes actuels. Et jusqu'à présent, c'est pour dire que c'était des canaux aujourd'hui où les gens recevaient des informations aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. La radio nationale donne toutes les informations concernant le pays. Mais malheureusement, nous les jeunes, on n'utilise plus aujourd'hui les radios, même la télévision, nous sommes focus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont en train de progresser d'une manière qu'on ne peut plus contrôler. C'est devenu inévitable. Mais je pense qu'en tant que des jeunes, il faudra qu'on revienne. Et je profite de l'occasion pour remercier nos frères journalistes qui sont en train de faire des choses remarquables par rapport à cela. Mais on a beaucoup de problèmes. Comment pouvoir identifier les informations? Est-ce que ces informations qu'on reçoit sur les toiles, sur Facebook, sur WhatsApp, est-ce que ce sont des informations authentiques? Parce qu'on voit des informations où il n'y a pas de source. Donc cela montre qu'il y a un problème. Mais pour dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que des jeunes, nous devons partir à la recherche de l'information par rapport à tout ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement. Nous avons le pouvoir législatif, qui est le Parlement. Et c'est au niveau du Parlement. Cela, j'aimerais vraiment que les jeunes prêtent attention sur ce que je suis en train de dire. Au niveau du Parlement, c'est là où on vote les lois. Vous savez, actuellement, Baïl avait posé une question concernant la loi sur les symboles et que beaucoup aujourd'hui ne prêtent pas attention. Si on essaie de voir l'évolution de la nouvelle technologie et qu'on voit la loi par rapport aux symboles, d'une part, on se dit que cette loi est en train vraiment de diminuer notre force, de diminuer la liberté d'expression. Parce qu'on n'est plus libre de dire ce que nous pensons. Ça, moi je pense qu'on est en train de reculer en termes de démocratie. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont en train de mener, disons, ça nous retarde. Parce que les réseaux sociaux, les gens ne peuvent plus contrôler ça. Si le président aujourd'hui a peur d'être critiqué, tout celui qui critique le président, il est emprisonné. Mais, chers amis, on est où? Le monde évolue aujourd'hui. Nous voyons des choses les plus graves dans d'autres pays où certains mettent des images de président avec de... Mais c'est pour dire qu'il y a une évolution. On est obligé d'avancer, mais d'une manière réaliste. Nous ne pouvons pas aujourd'hui empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Cette liberté aujourd'hui est garantie par la maman de toutes les chartes, qui est la Constitution. L'article 10 de la Constitution mauritanienne nous garantit les libertés d'expression, les libertés de réunion, les libertés d'organiser les rencontres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous essayons, nous jeunes, de nous préparer, de partir à la recherche de l'information. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux avancées considérables de la part de l'État, c'est comme si ce qui se fait n'est pas adressé à la population. Je donne un exemple. La GIZ, avec le ministère de l'Intérieur, ils ont développé un outil extraordinaire où toutes les documentations concernant aujourd'hui la décentralisation, le développement local, tout ce qui s'agit aujourd'hui des informations qui concernent les communes, qui concernent la législation, tout est archivé. Et ça existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais j'en suis persuadé que la majorité de la jeunesse mauritanienne n'a pas connaissance à cela. Parce qu'en voyant même aujourd'hui nos élus, que ce soit dans les communes, que ce soit nos députés, il y a beaucoup d'informations qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent même pas encore leur rôle par rapport à beaucoup de choses. Les délibérations des communes, la commune doit afficher cela, que la population doit avoir accès, savoir ce qui se passe. Mais nous ne partons pas à la recherche de l'information. Ce sont des choses, aujourd'hui, eux, ils sont dans l'obligation de donner certaines informations. Mais, je dis une fois de plus que nous ne devons pas attendre. Les jeunes, partons à la recherche de l'information, essayons de savoir nos droits et nos devoirs, accomplissons nos devoirs et réclamons nos droits. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Ali Kébé, coordinateur national de Youth for Change Mauritanie. Il en a profité pour faire une pseudo-campagne. Donc nous allons sans plus tarder passer à First Lady Second au lieu de Lady First. Ndeye Fatou Oumar Mas, membre citoyen de la Mauritanie. Ndeye Fatou, les enjeux de l'accès à l'information en Mauritanie, qu'est-ce que vous en dites? Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Donc, je salue l'assistance et je remercie beaucoup Affectiviste pour cette opportunité de Mauritanie Citizen Lab. Donc, l'accès à l'information, la Mauritanie, où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que M. Kébé est revenu sur l'aspect juridique, donc je ne vais pas y revenir. Maintenant, reste juste l'accès à l'information. Moi, je pense que le gouvernement mauritanien a fait beaucoup d'efforts sur ce plan. Mais l'accès à l'information, quand elle est produite par le gouvernement, ce n'est pas destiné au gouvernement. Ce n'est pas destiné à eux, mais c'est à nous. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons de ces informations? Est-ce que nous allons les chercher? J'en doute. Les nouvelles technologies, c'est une opportunité. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes sur les réseaux? Qu'est-ce que nous publions? Qu'est-ce que nous regardons? Si vous voyez des sites internet que l'État a mis en place, par exemple le budget de l'État. Chaque Mauritanien aujourd'hui a l'opportunité de savoir c'est quoi le budget de l'État, les recettes, les dépenses, les montants alloués à chaque département étatique. Mais qui regarde? Pourtant, derrière nos claviers, on dit l'État ne fait rien, l'État ne s'occupe pas de la jeunesse, mais qui sait quel est le budget que l'État octroie à la jeunesse? Personne. Qui sait le budget que l'État octroie à la femme? Personne. Parce que les gens ne sont pas intéressés par ça. Mais on est intéressé par les critiques. Des fois, c'est des critiques qui ne sont pas objectives. Il y a aussi un autre site, le site de l'ARMP, le site de l'Agence de régulation des marchés publics. Dans ce site, on peut accéder à tout ce que l'État donne comme marché public, les appels d'offres, les soumissionnaires. Il y a même une liste noire pour les entreprises qui sont bannies par l'État. Mais tu vois rarement des journalistes même qui font allusion à ça. Pourtant, on est là à dire que les appels d'offres, c'est du gré à gré. Mais après, quelle est la recherche qui est faite derrière? Donc ça, c'est ce que fait l'État. Mais aussi l'État, on dirait que l'État donne avec une main et reprend avec deux mains. C'est-à-dire que tout ça, c'est verrouillé. L'État te dit que le budget, c'est tant, les marchés, c'est tant, on l'a fait comme ça, que tout est nickel, tout respecte la loi, mais la faisabilité, il n'y a pas un journaliste en Britannique qui peut vérifier ça sur le terrain. Tout est verrouillé. L'État a tout verrouillé. Par exemple, ici en Britannique, même le médecin, un médecin qui est fonctionnaire de l'État mauritanien, il n'a pas le droit de parler à un journaliste sans au préalable recevoir une autorisation du ministère de tutelle. Et c'est valable pour tous les fonctionnaires de l'État mauritanien. C'est-à-dire le médecin, en fait. Le médecin, ce n'est pas un comptable, c'est pas... Le médecin, c'est un médecin. Quand il parle de la santé. C'est le domaine public, c'est l'utilité publique. Il sensibilise, le médecin ne va pas... moi, je ne vais jamais interroger un médecin pour qu'il me parle de politique, pour qu'il me parle de démocratie ou bien qu'il me parle d'éthique. Je veux juste parler de la santé. Mais même pour ça, il faut avoir une autorisation. Donc, ça veut dire que l'État a tout verrouillé. Donc, l'État fait un tableau, peint en rose ou en blanc, ou bien avec beaucoup de jolies couleurs, et que nous, en tant que journalistes, on est incapable de savoir avec quelle composition ces couleurs-là ont été faites. C'est impossible pour nous. Et malheureusement, comme ils sont trop forts, ils ont mis aussi des lois qui fait que si moi, je veux contourner et il y a la loi, ils s'abattent contre moi. Donc aujourd'hui, nous en sommes ici. C'est-à-dire que quand tu tapes, par exemple, l'État mauritanien
bonne gouvernance, transparence, qui va avoir que de belles choses, tous les marchés sont là, les chiffres sont là, mais personne ne peut vérifier. Donc je pense que je vais m'en arrêter là et laisser la parole au prochain parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye Fatou Oumar Mas. Permettons de finir les interventions des panels. Ensuite, on va passer. Allez-y rapidement, allez-y rapidement. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ce panel, je pense qu'il est très important pour ceux qui travaillent dans le domaine de la presse, ceux qui sont des journalistes accrédités. Quand je parle de journalistes, je parle de mes confrères qui sont des journalistes au vrai sens du terme, et ceux qui créent des contenus comme nous-mêmes. Moi, il fut un temps, j'étais très engagée dans la création de contenu et on m'appelait même journaliste. Et il y a une anecdote que j'ai vécue qui a fait que je me suis découragée et j'ai arrêté. Il y a quelques Comme ça années, j'ai arrêté d'écrire parce que j'écrivais et je faisais corriger mes textes par Kisma ou bien par Khalil Jabal. J'ai arrêté parce que c'était l'événement où on a commencé de parler des cartes de séjour pour les Sénégalais. Et j'ai un témoin ici, c'est Awa Seydou. Oui, oui. J'étais en train de filmer des arrestations que j'ai trouvées vraiment très arbitraires d'ouvriers étrangers au niveau de Carrefour polyclinique. Et j'ai été arrêtée par la police. Et ce jour, j'ai été nommée chef de service au ministère. Et j'ai été arrêtée par la police parce que je prenais des images. J'ai passé presque toute la journée à la police et c'était en Ramadan et c'était un jour de conseil des ministres. Il a fallu des interventions. Pourquoi? Parce que j'ai juste pris des photos et j'ai dénoncé ça. Donc j'ai arrêté de créer. Bon, après les gens ont fait un tollé sur Facebook. Je pense qu'Awa m'a vu quand la police m'a attrapé, elle en a parlé, ça a créé, etc. C'est ce que ça a créé. Et pour vous dire, ici, nous tous, nous pouvons véhiculer l'information, donner l'information, partager l'information. Mais à qui nous parlons et à qui s'adresse notre information? Et quel canal de communication nous utilisons aujourd'hui pour transmettre l'information? Aujourd'hui, avec la libéralisation des médias, je pense qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de niveler ou de manque d'information, d'accès à l'information en Mauritanie. Ça, tout le monde peut le dire. Aujourd'hui, très rare ici qu'on arrête un journaliste parce qu'il a créé du contenu. À part récemment, on a arrêté certains parce qu'ils ont touché des cordes sensibles. Mais aujourd'hui, on peut écrire ce qu'on veut. Et l'information, elle est à deux niveaux. Il y a l'information pour nous, les jeunes qui sont connectés sur Facebook, on partage, on repartage, on reposte, on republie. Il y a l'information des vocaux qu'on partage, par exemple sur WhatsApp, qui sont repliés. Et il y a l'information que partagent nos mamans sur WhatsApp, quand elles trouvent un vocal là qui vient de je ne sais pas où, elles partagent. Et il y a aussi un média que nous avons délaissé, mais c'est un média qui nous donne de l'information, c'est les médias locaux. Aujourd'hui, les médias locaux, à qui ils parlent? À quelle tranche d'âge il parle? Moi, je sais que je regarde le journal en français tous les jours. Parce que mon mari tient à ce qu'on sache ce qui se passe. Mais même ça, moi, j'aime regarder, même si ça des vérités, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui te disent que ce n'est pas important pour eux. Aujourd'hui, 80% des Mauritaniens, ils regardent que TFM. Des STV, parce que c'est l'information qui vient de là-bas qu'ils préfèrent. Nos mamans, ils écoutent la radio, l'heure du journal, ils écoutent les émissions, ils écoutent, etc. Mais si on va vraiment parler de l'enjeu et des médias en Mauritanie, moi je trouve qu'il y a un parfait partage de l'information. Après, chacun prend ce qu'il veut et chaque tranche d'âge, le média qui lui parle. Mais on n'a pas de problème aujourd'hui ici d'information, que ce soit son accessibilité, ni les causes juridiques. Parce que quand tu ne touches pas les codes sensibles, tu n'as pas de problème. Il ne faut pas aller chercher le code sensible d'une chose que tu n'as pas la maîtrise. Hier nuit, j'ai partagé la vidéo d'un jeune qui a giflé en passant. Il était en train d'être filmé par ses amis. Quelqu'un m'a envoyé sa photo, il me dit c'est celui-là. Je lui ai dit c'est qui la source? Il me dit depuis quand tu demandes la source? Allez regarder dans mon Facebook. J'ai dit quand je dois partager une information, je dois savoir la source. Il ne m'a pas donné la source, donc je ne vais pas partager. Donc je pense qu'on n'a pas de problème d'accès à l'information ici. Et on n'a pas de problème aussi d'avoir l'information quand on prend la forme vraiment administrative d'interviewer un médecin, d'écrire un courrier.
Et ça, c'est mon point de vue personnel, pas à quelqu'un de l'État, mais moi, Tabara, personnellement, je sais qu'on n'a pas de problème d'accès à l'information. Surtout avec l'Internet, l'accès à l'information, c'est devenu, quand tu as des connexions, tu peux partager en live quelqu'un qui est en train de battre sa femme, et la police va faire son travail. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il a partagé l'information, la bonne et la correcte information, et qu'il y a eu des problèmes. Donc ça, c'était ma contribution. Et désolé parce que je dois partir dans 10 minutes, mais il fallait que je dise ça. Je pense que vous allez attendre qu'on vous réponde. On va continuer avec notre dernier panéliste, Amadou Si, journaliste, directeur pays Médias et Démocratie. La question pour vous, l'enjeu est l'accès à l'information en Mauritanie, et vous allez clôturer par des recommandations si vous en avez bien sûr. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je vais éloigner ça. Merci, cher ami. Alors, déjà, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Avant d'aborder rapidement ce sujet, je me rappelle là tout de suite dans le thème qu'Afrique TV avait développé en 2018 à Ouagadougou. Ça s'appelait Médias, société civile, démocratie, quelle réponse pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'une des pistes, ou en tout cas des propositions de réponses qui ont été apportées, c'est quelque part le Citizen Lab Mauritanie. Donc je pense que c'est à féliciter déjà. Globalement, les amis tout à l'heure ont parlé donc de la législation. Bon, je pense qu'il faut distinguer deux types d'accès à l'information. Il y a ce qu'on appelle l'accès à l'information publique, et souvent c'est régi par une loi qui va permettre à tout citoyen d'aller dans n'importe quelle administration et d'introduire une demande pour avoir une copie d'un document ou d'un élément public. Et la Mauritanie n'a pas cette loi-là. Donc aujourd'hui, un citoyen peut aller dans n'importe quelle structure pour avoir accès à ce document qu'il estime être important pour lui. Ce sera au gré ou selon l'humeur de la personne qui est en face, il pourra avoir ce document. Par contre, le journaliste, lui, qui a un statut plutôt spécial, on va dire, régi par l'ordonnance 017-2006, partout où il va, il est censé avoir accès à cette information, parce qu'elle est publique. Il y a des limitations, notamment en ce qui concerne le secret de défense et tout, mais globalement, cet accès lui est acquis au nom du droit à l'information, au nom du droit du public à être informé pour des questions d'intérêt général. Donc déjà, je pense qu'il y a cet aspect-là. L'autre élément, c'est qu'il faut comprendre que de plus en plus, l'accès à l'information fait partie des critères auxquels les gouvernements doivent répondre auprès de leurs bailleurs. Tout à l'heure, Ndeye a parlé de la transparence budgétaire, ça fait partie du programme Boost. Aujourd'hui, sur le site du Trésor public, on a des rapports sur l'exécution des dépenses publiques, sur les fonds spéciaux qui sont créés durant le Covid. Vous pouvez trouver là-bas les différents types de contrats qui ont été faits, quelles sont les entreprises qui ont eu des contrats, à quelle hauteur, quels sont les produits qui ont été commandés et livrés, est-ce que ça s'est fait dans des délais ou pas, etc. Donc déjà, il y a une mine d'informations que ce soit les journalistes ou les blogueurs peuvent accéder. C'est ce qu'on appelle quelque part dans le domaine du journalisme des sources ouvertes, parce qu'on n'a pas besoin de demander à tel directeur ou à tel chargé de communication, est-ce que je peux avoir cette donnée? Elle est déjà disponible. Donc, est-ce que maintenant la question c'est, est-ce qu'on connaît le circuit de la donnée? Qui est-ce qui produit cette information dont nous avons besoin? Où est-ce que cette personne ou cette entité partage cette information-là? Et est-ce qu'on a aujourd'hui les outils pour aller chercher ces informations-là? Et une fois qu'on a accès à ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Combien d'entre nous prennent le temps aujourd'hui de disséquer des rapports, parce que souvent les choses sont enfouies tout au fond de façon très subtile? Combien d'entre nous sont aujourd'hui prennent le temps d'aller fouiller sur Internet, d'aller fouiller dans des documents pour tirer
la bonne information ou celle qu'il juge intéressante. Ces derniers jours, le site Al-Akhbar, que vous connaissez certainement, a fait un travail sur le coût que représente le voyage des ministres à l'étranger. Ils ont fait un calcul simple. Ils n'ont pas reçu de documents qui viennent de l'État, etc. Mais il y a un décret qui est public et qui détaille comment ça se passe lorsqu'un agent de l'État est à l'étranger, quelles sont les indemnités qu'il a par jour. Il a suffi donc pour Al-Akhbar de comparer, donc de disséquer ce décret-là. Donc on sait à peu près combien par jour, suivant est-ce que la personne est en Europe ou en Asie ou en Afrique. Ensuite, compter le nombre de jours où cette personne est restée à l'étranger en se basant sur donc, les déclarations officielles des 10 ministères et de l'agence publique d'information. Donc on a toujours les brèves sur le date de départ et date d'arrivée de nos ministres. Et ils ont compilé sur tout un mois pour dire, ok, durant le mois d'octobre, voilà ce que nos ministres nous ont coûté en termes de budget, rien que pour les indemnités de déplacement. Et ça, c'est une information qui peut avoir de la valeur pour le public. Et les données étaient là. Mais il faut savoir où chercher. Donc c'est pour ça que je parle tout à l'heure de circuit de la donnée. L'autre chose, on parlait du numérique tout à l'heure, et je pense que Papa Ismaïla l'a abordé un petit peu quelque part durant la session de formation qui vient de s'écouler à l'espace culturel d'Adé Camara. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des opérateurs qui existent sur Google et sur d'autres moteurs de recherche qui vous permettent de faire une recherche précise et poussée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des documents qui peuvent paraître inexistants sur le web, lorsqu'on utilise les bons mots-clés et qu'on donne les bonnes instructions au moteur de recherche, c'est une mine d'or. À titre d'exemple, est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà vu une base de données des journaux officiels? Le journal officiel dans lequel on publie les nominations, les décrets, etc. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une base de données de 10, 15, 20 ans? Moi, j'en ai une de 40 ans. Et il a suffi de racler sur Internet. Dofbi va nous parler de scrapping. Je pense qu'il va parler de ça durant la formation. Aujourd'hui, il y a des outils simples. On n'a pas besoin d'être un génie informaticien pour pouvoir racler sur Internet et arriver à trouver des données. Je pense que cette barrière de la technicité qui est réservée aux geeks, je pense que ça saute aujourd'hui avec les différents outils qui existent. Donc oui, je pense qu'avec un peu de volonté et surtout avec le partage d'expérience d'Affectivistes, Affectivistes a déjà, et peut-être même d'autres organisations, on peut arriver aujourd'hui à améliorer cette couverture ou cet accès à l'information plus globalement. Enfin, la dernière chose, je dirais, c'est par rapport à la responsabilité du journaliste. Il est vrai que pendant très longtemps, il y a eu une défiance vis-à-vis de ceux qui ne sont pas journalistes, parce qu'on était les détenteurs quasi exclusifs de cette information-là. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus ce monopole. Et donc, il devient nécessaire, quelque part, de collaborer avec la société civile. Il devient nécessaire de collaborer avec des lanceurs d'alerte. Il devient nécessaire aujourd'hui de collaborer avec des blogueurs. On a vu dernièrement en Mauritanie plein d'événements qui se sont passés, et ceux qui étaient au devant de la scène, ils n'étaient pas journalistes. Ceux qui ont fourni des sources d'informations, qui ont été les premiers à appuyer ou à lancer l'alerte, ils n'étaient pas journalistes. Par contre, le journaliste est le professionnel de l'information. Et en ce sens, il a le devoir non seulement de donner une information qui est juste, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée, qu'elle est vérifiée, qu'elle est sourcée, qu'elle ne porte pas atteinte à quelqu'un. Et de l'autre côté, c'est un devoir vis-à-vis du lecteur, de l'auditeur, du spectateur. Parce que c'est pour lui qu'on fait ce travail-là. Et enfin, la dernière chose, je pense que au-delà même du numérique et de l'outil, il y a une relation de confiance qui doit se tisser entre les producteurs de contenu et les auditeurs ou les consommateurs. Et cela ne peut se faire qu'à travers la proximité. Il va falloir qu'on aille vers les gens, il va falloir qu'on se préoccupe d'eux, et il va falloir qu'on ait une conscience quelque part, une responsabilité morale
qui nous permettent aujourd'hui de faire notre travail de façon correcte. Et enfin, comme le dit souvent le directeur des médias et démocratie, il ne peut pas y avoir de démocratie sans une presse libre ou sans une information qui soit libre. Donc oui, les deux sont liés. Le rôle du journalisme dans les transitions démocratiques ou dans la consolidation des démocraties qui sont balbutiantes, il est primordial et ça sera ainsi tout le temps. Maintenant, comme disait Dahaba tout à l'heure, les processus démocratiques doivent arriver à maturation et que l'on soit dans des démocraties et que demain que nous soyons là pour parler d'autre chose que des problèmes d'accès à l'information. Peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour parler d'émergence et des choses plus positives. Merci. Merci beaucoup, Amadou. On va faire très rapidement un tour de table des recommandations s'il y en a bien sûr avant de passer au public pour des questions et éventuellement aussi des recommandations, bien des avis. Ladies first, Lady Fatou Oumar Mas, je reviens. Est-ce que des recommandations par rapport aux questions que nous avons abordées tout à l'heure? Oui, des recommandations forcément. Je pense qu'en tant que journaliste, on doit se consacrer à des choses beaucoup plus utiles, surtout dans les réseaux sociaux. Comme tu dis, l'information, elle est là, elle existe, mais tout le monde n'est pas censé savoir comment aller chercher. Donc, Tabara, elle veut partir. Oui, je pense que vous avez dit qu'on n'a pas de problème d'accès à l'information. Une affirmation, vous avez été catégorique dans ce sens, mais je pense que la preuve sera l'affaire Souvi, qui intéresse tout le monde. Vous ne pouvez pas dire telle ou telle personne est arrêtée. La seule affirmation qui peut être donnée, c'est le commissaire, pour ceux qui connaissaient peut-être son nom avant et son visage. Mais sinon, on a juste un nombre, 10. On a juste un nombre, 10, qui sont convoqués. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui a fait quoi, à quel degré. Donc, juste 10 pour une question qui intéresse l'opinion nationale. Tout le monde est intéressé. On a juste un nombre 10, donc pas plus, ni plus ni moins. D'accord. Juste 10, Halima. On a 10. J'aimerais savoir, moi, des noms et des visages. Ça, moi, quand même, je ne sais pas toi, mais moi, je pense que ce n'est pas trop demandé aussi. Et je pense que l'État a le devoir de communiquer sur ça. Et je pense que les journalistes ont cherché. On ne peut pas dire que dans toute la montagne, il n'y a pas un seul journaliste qui ne s'intéresse pas à qui sont ces 10-là. Donc c'est pour vous dire que quand on dit que l'accès à l'information, on ne peut pas dire à des journalistes, il ne faut pas toucher, faut pas toucher. C'est-à-dire que nous-mêmes, donc on ne touche pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas toucher, nous avons été formatés, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Maintenant, même nous, notre esprit, il ne faut pas toucher, c'est-à-dire qu'on se contente de ce que l'on donne, on ne cherche pas plus loin. C'est comme ça, et puis la vie est belle, quoi. Je pense qu'en tant que journaliste, on doit aller au-delà. Nous sommes des personnes, on doit chercher et ne pas s'arrêter seulement à ce qu'on donne. Sinon, le monde, on ne serait pas donc aujourd'hui à parler d'activisme, à parler d'engagement, à parler de transparence, démocratie, engagement et tout ça. Donc, présumé innocent. Oui. Non, tel est accusé, présumé innocent. Mais il est accusé de tel est accusé de tel.
Quand on vous arrête, on vous accuse de quelque chose. On ne dit pas une journaliste, on va dire Tabara est accusé de tel. Ok, c'est bon. Allez-y, pour vos recommandations. Merci beaucoup. Monsieur Kébé. Je voulais, comme je l'ai dit au début, que les responsabilités sont partagées. Vous savez, moi quand je parle de la Mauritanie, je ne parle pas de Nouakchott, parce que la Mauritanie c'est au-delà de Nouakchott. On parle de la Mauritanie. Où en est la Mauritanie? Sachez qu'aujourd'hui, il y a des zones aujourd'hui. Je commence par Rosso qui est ma ville. Rosso, je vous dis, à 90% ou 95%, les familles aujourd'hui, ils regardent les télé sénégalaises. Quand on regarde les villages, j'ai fait presque toute la Mauritanie, dans les 4 coins. J'ai été à Bassikoun, à Adel Bagrou. Il y a des zones même, les Mauritaniens n'ont pas de réseau de la Mauritanie. Il n'y a pas réseau Mauritel, il n'y a pas réseau Chimbitel, il n'y a pas réseau Matel. En Mauritanie. Donc cela, aujourd'hui, il y a des frontières, aujourd'hui, des villages, ils utilisent le réseau du Sénégal, certains des réseaux du Sénégal. Donc il faudra savoir que la Mauritanie, ce n'est pas seulement Nouakchott. Il y a un problème, il faudra le dire, il y a un problème majeur par rapport à l'accès à l'information. L'autre chose aujourd'hui, le problème que nous voyons, ce qui est plus flagrant, c'est que l'information est détenue par une minorité de la population. C'est triste de le dire, mais c'est ça la réalité. Qui est proche du système qui a l'information par rapport à tout ce qui se passe par rapport dans le pays. Et les appels d'offres, mais on en sait quelque chose. Les appels à projets, c'est quand il reste 2 à 3 jours de collectif, les gens commencent à en parler. C'est des faits. Donc il ne faut pas qu'on se voile la face. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est de revenir par rapport à cette notion de citoyenneté. Les jeunes doivent savoir leurs droits et leurs devoirs. On ne doit pas attendre, on doit partir à la recherche de l'information. Dans nos administrations, toutes les publications des informations, la plupart que j'ai vues, c'est en arabe. Celui qui n'est pas arabisant, il est inscrit, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il ne faut pas vous limiter par rapport à ça. Prenez une photographie, essayez de voir une personne qui parle arabe pour qu'il vous traduise. Nous avons cette part de responsabilité en tant que des jeunes. Partons à la recherche de l'information. L'avenir de cette nation dépend de nous. Et c'est à nous aujourd'hui d'être unis, de pouvoir changer la Mauritanie. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, rapidement, j'ai envie de dire que l'idéal pour nous, ce serait que les journalistes que les citoyens soient aujourd'hui dans un monde ou dans un pays qui leur permette d'accéder à l'information publique sur simple demande. C'est l'exemple aujourd'hui de la Tunisie. Je pense aussi que le Sénégal a emboîté le pas et ça fait partie aujourd'hui des éléments qui sont nécessaires pour que la Mauritanie puisse intégrer une instance comme le partenariat pour le gouvernement ouvert, qui va de plus en plus s'imposer et ce sera inéluctable. Donc on va vers cela. De l'autre côté, je pense que c'est important que journalistes, membres de la société civile et d'autres intervenants puissent davantage échanger, puissent davantage avoir des espaces de communication et de débat, comme ce que propose Afrique Citizen Lab, afin de pouvoir converger et de pouvoir travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, cette plateforme est une réponse à nos interrogations d'aujourd'hui. Parmi ses membres, tous ne sont pas journalistes, certains sont des activistes, certains sont des techniciens, des acteurs venus de tous bords. Et je pense que la co-création et la collaboration serait peut-être ça la solution. Tout le monde n'a pas accès à Internet, c'est vrai. Certains s'informent encore à travers le chef du village, au milieu. J'en ai vu à Toulel, par exemple, qui est un village situé dans le Gorgol, où l'accès à Internet est difficile. Les informations passent par le chef du village et tous les jours, à la place du village, les gens se réunissent et l'information est dispatchée. Et même le berger qui va avec son troupeau, quand il revient, il va chez le chef du village, il a accès à son information. Donc aujourd'hui, les moyens, il y en a pléthore. Le plus important, c'est que les gens aient les réflexes d'aller chercher cette information-là, qu'ils aient le réflexe de poser des questions. Et ça va aussi, quelque part, pousser les journalistes à davantage travailler pour distiller la bonne information. Merci. Merci, monsieur Mamadou Sy.
Merci Amadou, merci monsieur Amadou Sy, journaliste, directeur pays, médias et démocratie. Merci monsieur Ali Kébé, Ali Kébé, coordinateur de Young Africa Change. Merci Ndeye Fatou Oumar Mas de vos contributions. Je m'en vais sans plus tarder donner la parole à Ali pour la suite du programme. Si. Est-ce qu'on peut applaudir Mokhtar, s'il vous plaît? Super. Oui. Absolument, ça va se faire tout de suite. Ça va se faire tout de suite. Merci beaucoup. On va dire merci beaucoup à Mineur. Voilà, Ndeye Fatou Oumar Mas. Voilà. On peut l'applaudir, la dame. Hein. Pardon? Des interventions. C'est vrai, vous avez raison. Mais sauf qu'on a bouclé le temps. Non, c'est pas normal. Oui. D'accord. Bon. Je vais le faire sans même demander. Président, quand un président parle, les autres se taisent. Vous avez parlé, on va le faire. Parce que vous êtes le président. On peut applaudir mon président. Très bien. Donc, spécialement pour toi, je te laisse 20 minutes pour des questions et réponses. D'accord? Voilà. Je prends cette responsabilité parce que j'ai le micro. Et je vais passer même le micro à Aïcha pour donner une information capitale. Aïcha. Bonjour, merci. C'est juste pour vous rappeler que nous avons mis des QR codes sur certaines tables et sur les murs. Vous pouvez scanner. Au fur et à mesure que la journée avance, nous mettons tous les documents, les vidéos, visuels dans le dossier. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc vous avez accès à l'information. Hein. C'est bon? Très bien. Et je signale la présence ici de Madame Kandji, qui est la déléguée régionale de Nouakchott-Ouest du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports et des Relations avec le Parlement. Madame Kandji, merci d'être là. Merci bien. Alors, j'allais te donner le micro, mais le président d'abord. Et c'est Mokhtar aussi qui décide. C'est parti. D'abord. Ladies first. D'abord, le micro à Aïssa Kandji. Fatma Kandji. Président, prends acte. Bon, salam alaikum. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Mais quand même, je tiens à présenter mes excuses parce que je devais être là depuis le matin pour l'ouverture. Mais vu que j'avais un conseil d'administration, je ne pouvais pas venir. Mais je tenais à assister à cette activité vraiment qui est très importante pour moi. Et je félicite vraiment Africtivist Citizen Lab Mauritanie pour cette très belle activité, très importante pour les jeunes parce que, comme vous le savez, l'information elle est cruciale, elle est importante. Et comme a dit M. Ali Kébé, vraiment, l'information, vraiment il faut voir les jeunes qui sont au fin fond de la Mauritanie, c'est-à-dire comment ils peuvent recevoir vraiment les informations. Et plus particulièrement l'information publique, elle est importante. Elle est importante parce qu'il faut que les jeunes vraiment sachent ce qui se passe dans leur pays et vraiment essayent de s'approcher auprès de ces institutions afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, si vous savez moi, ma chaîne préférée c'est TV5 Monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que être journaliste, ce n'est pas seulement avoir l'art de parler, c'est aussi faire des investigations. Parce que moi, je vous assure qu'à travers cette chaîne, je peux voyager partout à travers le monde et en restant chez moi. Donc, essayer de faire des documentaires et développer certains thèmes afin vraiment d'informer les jeunes davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatma Kandji.
c'est le président tout de suite qui va prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais aller très vite pour gagner du temps. Apparemment, il y a un problème de temps. Mais je crois que des rencontres comme ça, vraiment, c'est l'occasion de faire des échanges. Parce que quand les gens sont là, c'est pour vraiment échanger, pour chacun va apporter son expérience pour éclairer l'opinion. Et je crois que pour Afrique TV, c'est cette orientation-là qu'il faut avoir. Donc, moi, je vais vous parler ici de l'accès à l'information en Mauritanie, à travers le prisme même de mon expérience de journaliste pendant 30 ans en Mauritanie. Donc je sais vraiment de quoi il s'agit et je vais vous donner quelque chose de concret. Donc en Mauritanie, il y a effectivement un problème d'accès à l'information. Jusqu'à aujourd'hui, l'accès à l'information se pose. Parce que nous avons en Mauritanie deux types de médias, vous le savez. Vous avez les médias publics, vous avez les médias privés. Et vous savez qu'il n'y a pas très longtemps que, en tout cas, la liberté de la presse a été, en tout cas, promulguée en Mauritanie. Et c'est à partir de là, à partir de 1992, que les Mauritaniens ont eu droit vraiment à une diversité dans le domaine de l'information. Jusque-là, on subissait l'information qui est produite par les médias d'État, qui en réalité n'est pas de l'information. Parce que quand vous suivez aujourd'hui les médias d'État, malgré le fait qu'ils ont des budgets colossaux, qui dépassent aujourd'hui les 10 milliards, mais le Mauritanien ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve pas. C'est pourquoi les gens s'orientent vers d'autres chaînes. Les gens ici vous disent on suit les chaînes sénégalaises, la dame vous dit qu'elle suit TV5. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas ici vraiment quelque chose qui satisfasse vraiment sa curiosité, qui satisfasse sa soif d'information. Et cela s'explique parce qu'au niveau du public, effectivement, ils ont des budgets, ils ont tous les moyens qu'il faut, mais malheureusement, il n'y a aucune productivité, il n'y a aucune production, c'est de l'argent qui va en fumer. Au niveau maintenant des médias privés, là, malheureusement, vous avez des gens qui sont engagés et tout, mais qui n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas se permettre de faire certaines enquêtes très approfondies, etc. Et puis, même sur le plan de la formation, c'est des journalistes qui ne sont pas formés, c'est des gens qui viennent vraiment, la plupart ont été formés soit sur le tas, les plus sérieux, et d'autres sont venus d'ailleurs tomber du ciel. Et puis, franchement, dans le domaine de la production, on ne trouve absolument rien. On ne trouve absolument rien. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, moi en tant que journaliste, pour accéder à l'information, c'est tout un problème. C'est le parcours du combattant. Moi, pour trouver une information, il faut que je passe par des voies détournées, que je le fasse à la mauritanienne, avec mes propres relations. Moi, aujourd'hui, je peux interviewer un ministre, mais en passant par sa famille, par son garçon ou par sa fille, c'est possible. Mais pas, alors qu'il doit normalement me donner l'interview. Et aucune loi n'interdit à un responsable de donner l'information à un journaliste. C'est plutôt de l'autocensure. Parce que nous avons des responsables tout simplement qui ne veulent pas parler, parce qu'en général, c'est des gens qui ont des choses à cacher. Ils fuient la presse, ils ne veulent pas s'exprimer, mais personne ne leur a dit de ne pas s'exprimer. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les ministres qui disent aux directeurs ne vous exprimez pas, non. Eux, ils s'expriment tout simplement quand ils ont un intérêt. Quand il y a un intérêt, vous voyez les gens, les directeurs sortir, les ministres, parfois ils invitent même des journalistes, ils les orientent, ils leur donnent parfois de l'argent pour qu'ils puissent faire passer leur message. Et ça, c'est pas du journalisme, c'est pas de l'information. Donc là, vraiment, ce sont ces problèmes-là auxquels nous faisons face aujourd'hui en Mauritanie. Bien que le problème de la liberté d'expression ne se pose plus en Mauritanie. En Mauritanie, aujourd'hui, n'importe qui peut s'exprimer comme il veut. Et il y a des lois, effectivement, qui encadrent tout cela. Et toute personne consciente, il suffit qu'il respecte ces lois pour dire ce qu'il veut, pour écrire ce qu'il veut. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu ce problème. Je n'ai jamais eu de problème de traiter n'importe quel sujet en Mauritanie.
On m'a jamais dit ne traite pas ça, ne dis pas ça, mais je respecte les lois, je respecte la réglementation. Et c'est ce qu'on demande, surtout aux jeunes aujourd'hui qui s'engagent sur cette voie, surtout pour les blogueurs, tous ces jeunes qui veulent vraiment devenir des leaders d'opinion. Donc c'est cette voie-là que je leur conseille de suivre. Merci. Merci beaucoup, Ali. Oui. Cette dame en voile noire, vous avez interpellé. Oui. Voilà, oui, tout le monde va parler. Par rapport à cette thématique-là, tout le monde va intervenir. Mais ce que je vous demande, d'être bref. Soyez bref. Parce que vraiment, on est pris par le temps, mais tout le monde doit intervenir. Voilà. Madame, je vous avais promis cela. C'est-à-dire, je vais faire un petit commentaire. Toujours, je vais signaler que la relation entre l'État ou les autorités, moi, je me réserve sur ce concept d'État ici, parce que ça va me rentrer dans d'autres contextes, d'autres explications, d'autres impacts qu'on ne voit même pas, qu'on ne connaît que théoriquement. Donc, j'utilise le terme autorité au lieu d'État. Et que cette relation a commencé mal, les années 90. Parce que l'État, dans le temps, a pris la presse comme adversaire. Ils sont idéologisés, la presse, parce que l'idéologie, c'est le biais de mon adversaire. Dans ce sens, il y avait l'article 11 qui a fait l'assassinat de toute la presse engagée. Deuxièmement, j'étais en train d'entendre le monsieur qui a parlé c'est-à-dire les éléments qui ont besoin, qui ont raison plutôt à l'accès à l'information sont déjà autorisés par les autorités. Par exemple, nous entendons chaque nuit, chaque blogueur a sa page sur laquelle il publie des secrets que nous, en tant que citoyens, on ne le connaît même pas. Et même les membres du gouvernement entre eux, ils n'ont pas au même niveau de l'information. Parce que ce sont des gens, des colonels ou des ministres, je ne sais pas comment ils appellent. Chacun a son message à faire passer par sa mauvaise langue, qui fait un journaliste qui, disons, loué ou payé. Donc la presse, à mon avis, n'a pas besoin de liberté, mais a besoin d'être responsable. Comment la presse peut être responsable? C'est-à-dire que ce dialecte est ancien, la liberté et la responsabilité. C'est un ancien dialecte depuis les temps de la Grecque. Mais maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de produire un journaliste engagé, un journaliste responsable, qui peut gérer sa surface de liberté. La liberté, le problème de liberté ne se pose ici, mais ça, c'est la pagaille. Seulement, vous constatez que les autorités ont créé cette loi de symbole-là. Ça, c'est pourquoi cette loi de symbole? Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, on a perdu notre humanisme. On n'a pas le droit d'être protégés par notre loi. Nous ne faisons pas partie de ce pays. Pourquoi pas? Pourquoi le symbole des autorités? Pourquoi le symbole de la loi des symboles plutôt? C'est parce qu'ils créent la liberté. Parce qu'ils savent que si un journaliste libre, engagé, est capable de dévoiler tous les secrets de l'État. Comme les gens ne sont pas ici au service de l'État, jamais. Ils sont au service de leur propre intérêt. Si ça était dans le service de l'État, on a déjà avancé. Nous sommes en 78 encore. Même vous constatez que les anciennes générations sont plus éveillants, sont plus civiques, sont plus modérés que même cette jeune génération. Encore, on a besoin d'un journaliste réconcilié avec lui-même, avec soi plutôt. C'est-à-dire réconcilié qu'il va partir son point de départ, c'est ses capacités financières. Il ne doit pas regarder à l'argent des colonels, à l'argent des ministres, à l'argent de... Sinon, s'il va toujours continuer à regarder comme ça, il ne produira jamais un journaliste libre, un journaliste responsable. Mais le problème des journalistes, c'est lié à un contexte très, c'est-à-dire complexé, comme un phénomène. Le phénomène est composé de beaucoup d'éléments. On ne peut pas
désolé des autres éléments parce que tout est lié. Comme ça, le contexte socio-politique en Mauritanie ne produira, jusqu'à présent, ne produira jamais un journaliste qui voit les choses d'une façon équilibrée. Merci beaucoup, madame. Merci de votre intervention. Nous allons continuer avec les interventions. Allez-y. Oui, un homme, une femme, tu vois. Voilà. Équilibration, quoi. Femme d'abord, merci pour ta galanterie. Mais est-ce que le micro va revenir là-bas? Alors, salam alaikum rahmatullah. Moi, j'ai 2 ou 3 questions par rapport à la thématique. La première, c'est on aimerait savoir qui doit informer. Je demande ça pourquoi? Parce que il y a une réalité ici, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à distinguer qui est journaliste et qui ne l'est pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir qui est journaliste, qui est communicateur, qui est blogueur, on ne sait pas, on ne peut pas différencier ces personnes-là. Et quelle serait la limite de chacun? Par exemple, un journaliste, il a une limite, c'est là. Par exemple, si je suis activiste ou acteur de la société civile, je peux informer, mais jusqu'où est-ce que je pourrais m'arrêter? Ça, c'est une question. La limite de chacun, par exemple, qui doit informer et la limite de chacun. Et l'autre chose, l'autre question, la deuxième question, c'est par rapport aux problématiques que Madame a posées tout à l'heure, que par exemple, un médecin ne peut pas répondre aux questions d'un journaliste sans autorisation et tout ça. Est-ce que vous, journalistes qui êtes là aujourd'hui, qui êtes ici à Nouakchott ou à Mauritanie, est-ce que vous avez fait quelque chose pour que l'État sache que ce sont des lois qui n'arrangent pas votre liberté d'expression? Est-ce que vous avez fait un plaidoyer ou est-ce que vous envisagez de faire quelque chose pour que cela change? Parce qu'on peut dire que l'État nous empêche de faire ceci, mais est-ce que vous, journalistes, avez proposé quelque chose d'autre pour que vous puissiez mener à bien votre travail? Et la dernière question, c'est que ces lois-là que l'État a fait pour, par exemple, pour interroger un journaliste, pour avoir accès à certaines informations, est-ce que ce n'est pas à cause du fait qu'il y a certains qui se disent journalistes et qui ne le sont pas et qui utilisent l'information d'une certaine manière que l'État se dit il faut vraiment qu'on bloque ça? C'est pour cela que je demande quelle est la différence entre journaliste, communicateur, présentateur, etc., et quelle est la limite de chacun? Merci. Merci des questions. Ali, d'abord, les panélistes, s'ils ont des réponses, ou bien le public, si quelqu'un d'autre a une réponse par rapport à cette question. D'abord, qui doit informer? Quelle serait la limite de chacun, des journalistes? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour cette limite de liberté d'expression? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour que l'État sache que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous? Ensuite, la dernière question, ces lois-là, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des journalistes qui font n'importe quoi à cause de cela que l'État a essayé de légiférer sur ça? Donc, d'abord, au point de vue, si vous avez des idées par rapport à cette question, qui doit informer? Amadou, par rapport à cette question. Tu réponds, si tu peux. Donc, moi, je pense que je vais rebondir sur une question. D'abord, Bakary, notre doyen, quand il a dit qu'il n'y a pas une loi qui interdit aux directeurs ou aux personnalités de répondre aux journalistes. Il n'y a pas une loi qui l'interdit, mais il y a des circulaires qui l'interdisent. Chaque ministre, il signe un circulaire pour dire que personne n'a le droit de parler sans pour autant qu'il soit désigné par le chargé de communication du ministère. L'État a doté de chaque ministère et chaque organisation ou grande entreprise d'un chargé de com qui est nommé au Conseil des ministres. Donc, c'est lui qui a le monopole de la parole du ministère. C'est-à-dire qu'il a aussi le monopole de distribuer la parole. Donc, quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un à qui lui, il a dit il faut aller parler, il faut répondre à des journalistes, il faut. Donc, sans ça,
Si la personne le fait, il va avoir des problèmes après. Et le problème, c'est son poste. Ça répond aussi à la question aussi de la dame pour... donc, qui doit faire quoi, les limites. Voilà, moi, je pense que le journaliste, s'il doit s'agir d'informer juste et vrai, n'a pas de limite. Toute information qui est utile à la population, le journaliste doit aller à la recherche de cette information-là. Mais maintenant, je pense que Amadou l'a dit, les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Maintenant, presque tout le monde est journaliste. N'importe quelle personne qui a son smartphone peut se dire journaliste, blogueur. Il y a des journalistes aussi qui sont des blogueurs, mais il y a des blogueurs qui sont des blogueurs qui ne sont pas des journalistes, mais peut-être même qui font des travaux extraordinaires. Peut-être que même les journalistes ne font pas, ou bien qui sont plus suivis que même les journalistes. Donc avec le phénomène du digital, les influenceurs, il y a des influenceurs qui sont dans le domaine de l'information, pas seulement les influenceurs de mode ou bien de TikTok, de comédie et autres. Donc je pense que je vais m'en arrêter. Ok, merci Ndeye Fatou. Monsieur Ali Kébé, est-ce que vous avez une intervention là-dessus? Merci beaucoup. Donc je vous remercie pour les questions. Moi, ce que j'ai à dire, je pense que les autres questions, peut-être les journalistes pourront nous édifier, mais qui doit informer? Moi, je pense par rapport à cette question, chaque citoyen aujourd'hui a cette responsabilité aujourd'hui de transmettre l'information. Donc aujourd'hui, nous quand même en tant que des acteurs de la société civile depuis longtemps, s'il y a aujourd'hui des informations adressées à la population, on essaie même de partager les informations dans toutes les plateformes, que ce soit WhatsApp et tout, parce que nous pensons qu'aujourd'hui le fait de transmettre l'information, c'est un rôle de tout un chacun, parce qu'il est important aujourd'hui que la population puisse avoir l'information. Donc je pense que la seule chose qui est importante, c'est la crédibilité de l'information. Est-ce que cette information est exacte? Donc si l'information aujourd'hui qu'on reçoit, que ce soit du part de l'État ou je ne sais pas, de n'importe quelle institution, si on a la confirmation de la fiabilité de l'information, chacun de nous doit aujourd'hui transmettre l'information, parce que l'information est toujours utile. Donc je laisse peut-être mes collègues vont compléter. Merci beaucoup Ali Kébé. On va sans tarder passer la parole à M. Amadou Sy. Merci. J'ai envie de dire, alors pas parce que je suis journaliste, j'ai commencé le métier en tant que blogueur il y a 15 ans, j'étais encore au lycée. Je suis devenu journaliste par la suite, je ne suis plus blogueur aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux. Ce sont des postures qui sont différentes, mais les deux se complètent et les deux sont nécessaires pour la pluralité de l'information et pour la vitalité de la démocratie. Donc le journaliste reste le professionnel de l'information, c'est un métier qui s'apprend et on doit être payé pour ce travail qu'on fait. L'autre démarche est plutôt militante, l'autre démarche est plutôt militante, engagée et souvent bénévole. Souvent, lorsque j'étais blogueur, je n'étais pas payé pour ça. En tant que journaliste, je suis payé pour les articles que je fais. Donc c'est un métier qui s'apprend et avec ses codes et la responsabilité qui va avec. Quelqu'un qui a son téléphone et qui fait un live quelque part et qui fait un commentaire sorti de son contexte, il n'est pas journaliste, il a peut-être le droit de se tromper. Moi, en tant que journaliste, je n'ai pas le droit de faire la même erreur que lui. Parce que les règles du métier m'imposent de vérifier, de recouper mes ressources et surtout, lorsqu'il y a un doute, de préciser qu'il y a un doute, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas précises, il y a une façon de le montrer. Enfin, la dernière chose par rapport aux limites, j'ai envie de dire qu'il y en a deux. Il y a celle de la loi, qui dit que la liberté d'expression, la liberté de la presse est garantie avec une pléthore d'articles, sauf dans des cas exceptionnels où elle est tordue. Si vous voyez dans la loi, vous allez trouver. Et de l'autre côté, les journalistes dans le monde, et historiquement, sont quelquefois allés au-delà de cet interdit au nom de l'intérêt général. Parce que cette information-là, elle sert l'intérêt public et qu'on estime que le public a le droit de savoir ce qui se passe. C'est aussi ce qui caractérise, on va dire, le phénomène des lanceurs d'alerte.
qui ont des documents confidentiels, qui eux-mêmes souvent sont employés d'institutions officielles et qui vont décider, parce qu'ils ont vu des malversations, parce qu'ils ont vu des comportements inappropriés et qu'ils estiment que ça doit cesser, ils sont allés au front et ils l'ont publié. Donc rapidement, Africtivistes avec le PLAF et d'autres organisations africaines ont travaillé là-dessus et il y a plein de documentation. D'ailleurs même il y a une mini-étude faite sur la Mauritanie, sur la législation, sur l'accès à l'information, etc. Vous gagneriez à visiter ce site, je pense. Merci. Merci beaucoup. Nous allons s'entendre passer la parole à Ali. Sur sa dernière question, est-ce que les journalistes ont posé des actes concrets quant à l'entrave de la liberté d'expression? C'est ça, non? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des actes? Est-ce qu'il y a eu des manifestations des journalistes, que ce soit par écrit ou par quoi? Est-ce que les journalistes se sont illustrés en cela? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans ce sens-là? Oui, s'il y a des gens qui ont des idées par rapport à ça. Dans le pays, oui, pas forcément sur la table. Hein. Est-ce que, Président, est-ce que... Ok. Oui, effectivement, cette question est très importante parce qu'on sait que, comme je l'ai dit tout de suite, que le journaliste en Mauritanie n'est pas considéré, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats de journalistes qui sont là, qui régulièrement, en tout cas, expriment leurs doléances au ministère de tutelle et qui parfois également se font entendre en faisant des sit-ins, en descendant dans la rue, même si ce n'est pas très fréquent. Effectivement, notre histoire est jalonnée de ce type de protestation et tous les jours vous avez des communiqués qui dénoncent par exemple tel ou tel comportement, telle ou telle violation de la liberté de la presse ou d'expression. C'est très fréquent, effectivement, on se fait entendre de manière régulière et c'est un combat de tous les jours. Voilà, merci. S'il n'était pas parti, j'allais l'appeler, on l'a emprisonné, on est sorti, on a crié, on l'a libéré. Babacar Mbaye Ndiaye. Bon, il est parti. Alors, prochaine question, il y a combien de personnes, s'il vous plaît? 3. Donc on va aller assez rapidement, les gars. Hein? Alors merci beaucoup. Je ne vais pas trop vous spoiler. En fait, je m'appelle Amaro Makofana et je suis designer graphique. Je peux dire que cette question, ça me touche en fait parce que je suis créateur de contenu. J'ai créé des zéros, tout ce qui est logo et tout. C'est-à-dire que je suis à la base de tout ce qui est vlog et blog aussi. C'est moi qui crée les sites et tout. Voilà, donc... Et juste pour rebondir sur ce que monsieur vient de dire sur le voyage des ministres et tout. C'est pas la question ici, mais hier seulement j'ai regardé une vidéo sur Facebook, un jeune Ivoirien qui dit « La Suisse est gérée par 8 personnes ». Est-ce que vous vous rendez compte? 8 personnes gèrent la Suisse. Ici, on a combien de ministres? Juste pour vous dire que nous sommes tellement en dehors de la réalité, nous sommes tellement déconnectés de la réalité que nous faisons des choses tellement inutiles. Pour revenir un peu à l'accès à l'information, je pense que, comme l'a dit monsieur le maire, futur maire, Inch'Allah, il faut que les gens aillent vers l'information. C'est super important. N'attendez pas que l'information vienne à vous parce que ça n'attend pas. Le temps que vous attendez, ça va défiler. Et aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies et tout, avec ChatGPT, tout le monde peut être journaliste, tout le monde peut être newsletter, tout le monde peut être designer graphique. Il suffit juste de poser les bonnes questions pour avoir tout ce que vous voulez sur Internet. Alors, je vous remercie déjà parce que j'ai eu à être formé par Affectiviste à Rosso, donc avec mon ami ici, ou ma cousine plutôt. Oui, bon, nous sommes 4 ans ce soir ici. Donc, pour cela, je ne peux terminer mes propos sans remercier vraiment mes formateurs et formatrices. MLO qui fait partie, qui nous a vraiment mis à l'aise dans MLO, Madame Lo, la dame, la pertinente. Voilà, donc je remercie vraiment toute l'équipe d'Affectivistes et c'est tout ce que je peux dire. Donc il faut qu'on retourne à la réalité, que les jeunes prennent le devant de la scène, Inch'Allah. Merci beaucoup. L'héros ce soir, là, il faut l'applaudir. Hein.
Alors, c'était toi, non? Très bien. Bonjour, je m'appelle Boubacar Baoukar Gueye, CEO ce soir. Bon, ma question est que, bon, pour l'accès à l'information, moi je crois que j'ai une question sur ça. Est-ce que c'est les citoyens qui ne sont pas intéressés par le pays, ou est-ce que la méthodologie des journalistes et ceux qui donnent l'information qui ne les convient pas? Donc c'est ça ma question. Alors, dernière question. Hein? Très bien. À partir de notre soignant, Assalamu alaikum tout le monde. Moi, en tant que jeune stagiaire de la radio Mauritanie, je demande les journalistes qui sont là dans la salle. Souvent, on informe les gens. Mais est-ce que, après avoir informé cette population, l'État, si l'État aussi, bon, autrement dit, est-ce que l'État vous autorise d'aller sur le terrain pour voir des informations fiables? Ce que j'ai appris pendant ma formation en journalisme, on a dit un bon journaliste est celui qui descend sur le terrain pour voir des informations fiables, pour mettre ça à la portée des populations. Et ouais. Deuxièmement, moi, ce que je demande de l'État ou bien le responsable de ce pays, pour que l'information soit fiable dans ce pays, il faut qu'il défie des gens dans le territoire national d'aller chercher des informations fiables pour qu'on ne soit pas de rumeurs qui sont là dans les réseaux sociaux. Moi, peut-être que j'en suis parti. On écrit des choses qui ne sont pas concrètes. Donc, est-ce que l'État a facilité aux journalistes d'aller chercher des informations sur le terrain et aussi ramener ça à la population? Merci. Voilà, la dernière question. Encore une question? Non, non, c'est bon. C'est bon, donc j'ai rédigé des questions pour les panélistes et les participants. La première question, c'est est-ce que les citoyens, ce sont les citoyens qui ne sont pas intéressés par l'information, ou bien ce sont les journalistes qui ne peuvent pas véhiculer l'information? C'est la première question. La deuxième question de monsieur, est-ce que l'État, après que les journalistes aient donné l'information, est-ce que l'État permet aux journalistes d'aller sur le terrain pour vérifier la véracité ou non de cette information, à la fois pour les panélistes et à la fois pour le public, celui qui a son mot à dire? Alors, monsieur, Amadou. Alors, merci. Alors, est-ce que ce sont les journalistes qui passent mal l'information, ou est-ce que les citoyens ne s'intéressent plus? J'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux. Pendant un moment, il y a eu un désamour entre les médias et le public, dû aux positions politiques peut-être, et dû aussi à la prolifération des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. On ne sait plus quelque part à quel sens se vouer. J'ai eu à mener une étude sur la consommation de l'information dans le Gorgol et la Saba. Et ce qu'une dame m'a dit à Kankossa, moi je fais confiance à la voix que j'entends à la radio. Et je lui demande pourquoi. Il me dit parce que c'est le fils de tel, je connais chez eux. On les a vus grandir. Donc je pense qu'il y a une relation de confiance qu'il faut tisser, qu'il faut raffermir pour que le journaliste soit plus audible. La dernière chose, c'est le mécanisme, le moyen de diffusion. Tout le monde n'a pas accès au journal papier, tout le monde n'a pas accès à la télé, ou tout le monde n'est pas intéressé par ces différents canaux. Donc quelque part, il faut aller chercher le public vers les canaux qui l'intéressent. Aujourd'hui, avec Citizen Lab, vous avez un travail qui va être fait sur le mobile, qui va être fait de proximité. Enfin, je voudrais rappeler une expérience qu'on a eue ici en Mauritanie pour faire en sorte que les jeunes puissent accéder plus facilement à l'information. Et ça a été une réplique d'un travail qui avait été fait au Sénégal à travers le journal Rappé. Nous avons déployé le journal Rappé en Mauritanie pendant 6 ans. J'en étais le rédacteur en chef. Et l'idée
c'était de faire passer les informations de façon décalée à travers la musique pour toucher plus de public, un public beaucoup plus jeune. On se retrouvait en passant devant un garage à voir un gosse qui est en train de travailler et en même temps il écoute en fait une production qu'on avait faite. C'est un rappeur qu'il aime, qu'il connaît, mais en même temps qui est en train de lui donner de l'information. Donc varier les canaux va peut-être permettre de toucher plus de monde. Donc c'est aux journalistes quelque part de s'adapter, mais aussi il y a un travail que la société civile doit faire pour amener plus de monde vers l'information. Merci. Je pense que c'est la première question, la réponse à la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer à... est-ce que l'État permet à un journaliste, après avoir donné l'information, d'aller sur le terrain pour vérifier l'exactitude ou la vérité de cette information? C'était la dernière question. Ouais. Allez-y, les Fatou. C'est M. Gueye. Donc je pense que ici en Mauritanie, il y a les médias de l'État. Il est parti. Technicien, tu es parti déjeuner ou quoi? C'est bon, je pense. Bon. Donc, nous sommes les yeux de l'État, nous sommes la bouche de l'État. Donc, on montre que ce que l'État veut que nous montrons. Je pense que vous n'allez pas voir des critiques à la télé ou à la radio. Déjà, le journal, c'est le président, les ministres. Donc, c'est ça. Peut-être dans les médias privés, des fois, les gens font un peu ce travail de terrain. Mais nous, notre travail de terrain, je pense que ça s'arrête à accompagner ce que fait l'État sur le terrain. Donc, si vous êtes stagiaire à la radio, je pense que vous n'aurez pas la chance de découvrir ce que vous voulez. Peut-être une fois dans les médias privés, oui, ça peut se faire. Mais aucune chance quand il s'agit de la télévision nationale et de la radio Mauritanie, parce que nous sommes comme partout, un peu partout en Afrique, c'est des médias de l'État. Donc on accompagne juste, on fait la promotion de l'État. Et le privé aussi, des fois, faute de moyens, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect financier, l'aspect économique des journalistes, mais déjà aussi, ce problème-là, des fois, cause de problème sur comment les journalistes font leur travail. Elle a dit, par exemple, il y a des informations que des journalistes donnent, que même les ministres n'ont pas, parce que c'est des informations commandées. C'est-à-dire qu'il y a un tel ministre ou une telle personnalité qui veut nuire à quelqu'un d'autre, qui a accès à l'information et qui paye un autre journaliste pour qu'il divulgue l'information. Ce n'est pas des travails de terrain ou autre, mais c'est des bombes ou des missiles qu'on va lancer à quelqu'un et qu'on paye une autre personne pour qu'il soit le meilleur. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est... Allez. Voilà. Ali? Oui. Tu voulais intervenir, Alia? Bon, je te laisse intervenir 2 minutes et on va boucler avec Ali. Merci beaucoup, Ali, et bonjour à tous. C'est juste pour compléter la réponse de Minermas. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a parlé de la démocratie, on a parlé de la liberté d'expression, mais on n'a pas établi le contexte mauritanien, les contextes dans lesquels on est. On a des médias qui sont pro-gouvernementaux, des médias du gouvernement qui ne font que la couverture médiatique de tout ce que le gouvernement fait, donc forcément des médias qui ne faut jamais critiquer. Et on a d'autres médias qui ont compris comment ne pas être mis à côté, en suivant la même ligne éditoriale, la même démarche que les médias nationaux. Et là, dernièrement, on a les nouveaux médias, les médias Sorfaga, qui sont
Pour la plupart, on ne peut même pas appeler ça des médias parce que ce sont des blogueurs, des gens qui se lèvent du jour au lendemain, qui vont créer un site pour couvrir les activités en arabe. Et donc, du coup, on a un espace où il y a beaucoup de médias, beaucoup de sites qui sont éparpillés par-ci et par-là et qui vont tous dans le même sens. Ils parlent tous en bien de ce qui se passe. C'est très rare. Maintenant, on a aussi, dernièrement, on a les blogueurs qui sont à l'étranger, qui se permettent de dénoncer beaucoup de choses dans le pays. Et après, ces informations, il faut vérifier. Elles ne sont pas avérées. Parfois, c'est juste de la propagande. Donc, c'est important de dire, enfin, on est dans quel contexte, de quoi on est en train de parler là actuellement. Et même si un média voulait, par exemple, moi, je suis journaliste, je travaille, disons, je ne cite pas un média, hein, je travaille pour moi-même, j'ai un site. Je vais aller sur le terrain, vérifier les chiffres, les données que l'État m'a données. Je n'ai pas les moyens. Et même si je travaillais pour un média et que je leur propose, je veux travailler, je veux travailler sur ce sujet-là, ils vont me dire, non, tu ne vas pas le faire. Et même si je suis têtue, disons que je suis têtue, j'ai essayé d'avoir les moyens et je suis partie sur le terrain, j'ai produit mon article. Je viens, je leur dis, je vais poster. Ils vont me dire, non, tu ne postes pas. Vous voyez dans quel contexte on est? En plus, on a plusieurs contraintes. D'abord, ce sont les médias, l'espace qui devient de plus en plus petit il se restreint. Vous ne vous rendez pas compte, mais les doyens peuvent vous dire que là, on est à une étape en Mauritanie où tu n'as plus le droit de parler. Pourquoi? Parce que déjà, on a la police qui vérifie, mais on a aussi la police, la population. La population fait office de police. Dès que tu écris quelque chose, ils sont les premiers à te dénoncer et ils t'attaquent. On peut assister même à un lynchage directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien ce qu'on est en train de dire, mais c'est bien aussi d'établir un contexte de quoi on est en train de parler. Et c'est pas que ça, mais donc voilà, j'ai pas beaucoup... Merci beaucoup. Merci Alia. Alors, on va donner 1 minute. J'avais dit 2, mais on va faire 1. Non, laisse 2. Parce que c'est comme le maire, on va laisser un peu la vérité, quoi. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. C'était juste pour revenir à une question qui a été posée par le jeune frère. Actuellement, je pense que si nous faisons un constat au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que je maîtrise bien quand même, que nous voyons actuellement, il y a un manque de professionnalisme au sein des journalistes. Aujourd'hui, nous voyons que les journalistes sont devenus trop partisans d'une manière visible. Donc cela, aujourd'hui, pousse la population certaine à ne plus absorber ou consommer certaines informations. Et je pense qu'aujourd'hui, les journalistes doivent se repositionner en sachant leur rôle, c'est quoi? D'être professionnel. Parce qu'un journaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être professionnel par rapport à ce qu'il fait. Même si tu es partisan, je pense que ça ne doit pas être visible. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Donc je pense qu'il faudra prendre en considération cet aspect. L'autre chose aujourd'hui, c'est la notion du patriotisme. Moi, je pense qu'il est important d'aimer notre pays et de partir à la recherche de l'information. Si on essaie de voir la diaspora aujourd'hui africaine d'une manière générale, ils ont plus d'informations par rapport à ce qui se passe dans notre pays que les Mauritaniens qui vivent en Mauritanie. Donc je pense qu'il est important que nous aussi, que nous puissions vraiment partir à la recherche de l'information. Merci beaucoup.